c'est dans ce point de presse-là, pardon, que Sol va pleurer puis qu'il va défendre Alexandre Boulris. Tout ça à l'intérieur de 20 minutes, quand même. Quand même. Je vous le dis tout de suite, je risque de pas être très gentil avec Alexandre Boulris. Vous le savez, je suis comme pas tant, tu sais, j'ai de la misère un peu. Bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver ce matin avec Sol. Vous avez regardé ici dans les Je vais le nouvelles, il monter y un a peu. 2500 ménages qui ne trouvent pas de logement alors qu'on est à l'approche du 1er juillet, qui risquent de se retrouver à la rue en ce moment. Certains ont été expulsés, d'autres ne sont pas capables de payer leur loyer. Ça, c'est 2500 personnes qui risquent de se retrouver en itinérance. Si on se trouve dans cette situation-là catastrophique à l'approche du 1er juillet, c'est parce que le gouvernement a décidé de rien faire pour aider les locataires au Québec. Nous, à Québec solidaire, on en a des propositions, on en a fait plein. Contrôler les loyers, réformer le tribunal administratif du logement, serrer la vis aux spéculateurs immobiliers qui profitent du laisser-aller du gouvernement. Ah là là. C'est pas des sujets que je maîtrise tant que ça, mais ça me semble pas être une bonne idée de contrôler les loyers. Dans l'état actuel, OK, on pourrait débattre du fond. Est-ce qu'on veut que le logement, ça soit un bien marchand ou pas? Bon, en tout cas, il y a toutes sortes de débats qui pourraient avoir lieu. Tu as un marché, tu as une offre, tu as une demande. Tu peux jouer pour faire augmenter l'offre ou pour faire baisser la demande. Si tu veux faire baisser les prix, on s'entend. La demande, c'est quoi? C'est la quantité de personnes. Bon, tu as l'immigration, tout ça, mais je ne veux même pas rentrer là-dedans. Vraiment, si on oublie ce phénomène-là, qui est quand même, je veux dire, moi, je l'ai déjà dit, c'est sûr que ça a un impact, mais ça n'a pas toujours un impact, puis à un certain niveau, tu sais, quand c'est prévu, puis tout ça, c'est pas l'immigration l'enjeu. Le problème, c'est quand c'est non prévu, puis que ça arrive tout d'un coup, puis que là, oui, ça fait un impact. Mais de façon générale, dans le temps, ça n'a pas vraiment d'impact. Si c'est bien planifié, puis que c'est lissé dans le temps à un rythme continu. Bon, pour faire baisser la demande, faut que tu vas faire quoi? Tu peux pas vraiment faire baisser la demande. Les gens ont besoin de se loger. Soit tu vas encourager les gens à vivre plus ensemble. Il y a des choses que tu peux sûrement faire, mais c'est quand même touché. C'est compliqué. Fait que l'autre chose que tu peux faire, c'est augmenter l'offre. Mais il reste que dans un marché, ça c'est une évidence. Si tu gèles les loyers, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens qui construisent des logements, eux autres, ils ont un calcul dans leur esprit. Le calcul, c'est quoi? Ils ont un capital pour bâtir un logement, hein, un siplex, mettons, ou un 12plex. Et eux, ils ont une quantité de capital, puis ils doivent l'allouer. Ils doivent l'investir dans quelque chose pour ne pas le perdre, puis pour le faire fructifier dans le meilleur des mondes. Quand ils arrivent à prendre cette décision-là, ben, ils font des calculs. Puis là, tu regardes, tu dis, bon, si je le mets à bourse, dans le TSX, moi, je vais faire 8% par an. Si, je sais pas, je l'investis dans la business de mon chum qui vend, je sais pas quoi, là, qui vend, mettons, un garage. Ben là, je vais faire, je sais pas, 12 ou 3, je connais pas les marges des garages. Mais tu sais, il va faire une certaine marge. Fait que là, le gars qui a 1 million de dollars, il me dit, OK, ben où est-ce que je suis mieux de mettre mon argent pour maximiser mon profit? On pense tout de même, là. Si tu limites l'augmentation des loyers, qu'est-ce que le gars qui a cet argent-là, il se dit? Il se dit, ah ouais. Mettons, avant, je calculais que j'allais faire, je donne un chiffre, là, mais 7 ou 8 par année parce que, bon, le bâtiment prend de la valeur, je peux augmenter les loyers, blablabla, blablabla. Si tu limites les loyers, la réalité, c'est quand même ça, c'est que ces gens-là vont se dire, OK, mais là, moi, j'étais censé faire 7, mais là, à ce temps, je vais en faire 3. Là, si tu fais 3%, tu te dis, crime. Rendu là, je suis peut-être mieux de mettre ça à la bourse, ou je suis peut-être mieux de l'acheter donner à la banque, ou je suis peut-être mieux de l'envoyer aux États-Unis. Vous comprenez? C'est ça le problème. C'est que si tu fais ça, les gens qui vont avoir tendance à bâtir des triplex, des duplex, même des maisons, ben, ils vont changer de décision parce que c'est beaucoup moins rentable. C'est ce qu'on appelle le coût d'opportunité. Ouais, c'est pas ce qu'on appelle le coût d'opportunité, pardon, mais c'est la logique du coût d'opportunité. C'est de dire, OK, moi, j'ai plusieurs choix où je peux mettre mon argent, mais à la place de mettre dans le loyer, je vais le mettre ailleurs. Tu sais, c'est très dur d'imaginer que c'est une bonne idée de limiter de plafonner l'augmentation des loyers. Je connais pas assez le sujet puis les données sur est-ce que c'est correct d'essayer de réguler l'augmentation possible, tout ça, je suis moins au courant. Mais de dire on va geler l'augmentation des loyers, ben ton offre va se réduire. Les gens vont construire moins. Tu vas avoir un problème parce que les gens vont construire moins. Mais là, on le sait, eux sont cohérents en QS. Là, parce qu'ils vont dire oui, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire des logements. OK.
Puis là, sont-ils la logique plus loin? Parce qu'on va dérouler le fil, là. OK, fait que là, vous allez construire des logements. Comment vous allez le faire? Vous allez emprunter de l'argent. L'État va emprunter de l'argent. Qu'est-ce qui arrive quand l'État emprunte de l'argent? Ça fait de l'inflation. Pourquoi ça fait de l'inflation? Quand l'État prend cet argent-là, qui emprunte cet argent-là, ça fait qu'une banque, là, mettons qu'elle a le choix de prêter à l'État ou prêter à un entrepreneur, ben, elle va répartir son risque. Elle va prêter à l'État. Mais là, si l'entrepreneur, lui, il veut emprunter, ben, la banque, elle, il faut qu'elle monte son taux pour que ça soit payante pour elle de prêter à l'entrepreneur. Fait que de façon générale, ça fait qu'emprunter, ça coûte plus cher. Puis là, quand emprunter, ça coûte plus cher, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens empruntent moins, ils investissent moins. Fait que là, l'État doit encore plus emprunter. C'est ça qu'on a connu sous Trudeau. C'est ça la mécanique. Là, il y a des débats parce que c'est peut-être pas une mauvaise idée là, que l'État emprunte pour construire dans certaines périodes spécifiques. En tout cas, il y a des vrais débats là-dessus. Mais cette idée-là de plafonner les loyers, puis là, je le sais, tu leur dis, c'est pas une bonne idée, ça va réduire l'offre. Ils vont dire, ben nous, on va construire les logements. Oui, mais c'est pas une bonne idée non plus parce que tu vas empêcher le privé de construire des logements si c'est toi qui le fais. Ils vont avoir une compétition pour acheter les terrains, tu vas faire augmenter les prix des terrains, ça crée de l'inflation. Fait que la solution n'est pas là. Je crois pas, en tout cas. Je crois pas que c'est là la solution. La main invisible du marché, c'est comme le côté obscur de la force. Darth Vader qui étrangle. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de spécial dans cette théorie-là. Il y a une forme de naturalisation de quelque chose qui a quand même des ramifications plus politiques. C'est une critique que je ferais peut-être de façon générale. Mais je l'ai jamais lu directement, moi, Smith. J'ai lu des extraits. J'ai lu des extraits où on explique la main invisible. Mais je veux dire, j'ai jamais lu dans quoi ça s'intègre dans son entièreté. Donc, je ne veux pas présupposer. Mais cette façon-là de naturaliser absolument l'économie, moi, j'ai toujours eu un regard critique par rapport à ça parce qu'évidemment que les cultures ont un impact, la politique a un impact. Tout ça, c'est pas purement naturel, l'économie, mais je comprends. J'en ai déjà parlé, je pense, mais quand j'étais à Ottawa, je travaillais sur le comité du logement. Fait que j'ai quand même entendu beaucoup d'experts, j'ai lu beaucoup de documentation, je m'en suis tapé des études, là. Il y en a des études. C'est sûr que moi, ma députée était plus à gauche, fait que j'ai plus regardé ce qui se faisait à gauche. Puis malgré tout, je dois dire que j'ai vu VIX, il dit que ça coûte 400 000 au gouvernement de construire des 4,5. C'est ça le chiffre. J'ai même vu 450 000. Là, tu dis, construire un 4,5 à 450 000, Colin, on s'en sortira pas. Là où je trouve qu'il y a peut-être... Les coopératives font mieux que le gouvernement. Puis, comprenons-nous, souvent le gouvernement fait appel à des coopératives quand même. Mais il y a des coopératives qui sont beaucoup plus efficaces que d'autres à construire pour moins cher. Fait qu'il y a ça. Mais c'est pas un très bon constructeur, le gouvernement. Je vous arrête un petit 5 secondes pour vous dire que je suis actuellement dans ma campagne de socio-financement pour lancer mon projet de balado, le Pont souverainiste. On a déjà ramassé plus de 1 200 $ en moins de 24 heures. J'ai reçu une promesse de recevoir 2 500 $ supplémentaires dès que j'aurai atteint 2 000. Fait qu'il faut les atteindre le plus rapidement possible pour lancer la machine de production de balado. Des balados longs, des balados qui vont vous plaire. Bref, tout est décrit là. N'hésitez pas. C'est en description. Tu sais, elle propose rien pour construire des logements. Les locataires. Là, mais je sais qu'ils ont un projet de construction de logements publics. Là. C'est ça c'est ça leur marotte. Ils vont construire des logements. L'État va construire des logements. En ce moment, là, même les gens, on parle de la question de l'itinérance. Ça augmente pas il y a l'offre. tiers des itinérants qui sont dans la rue parce qu'ils ont été expulsés par leurs propriétaires, parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Logiquement, tu me dis ça, puis je me dis, ah ouais. Fait que là, tu as un tiers du monde qui ont été expulsés de leur logement, fait que là, ils sont itinérants. OK, mais les propriétaires, s'ils ont expulsés, ils ont dû mettre quelqu'un dedans, tu sais. Ils l'ont sûrement pas fait juste pour perdre leur argent, là. Puis les taux d'inoccupation sont tellement bas, fait que je me dis, c'est ça qui est arrivé. Fait que le monde, OK, ils sont dans la rue parce qu'ils ont perdu leur logement, je comprends ça. Ils se sont sûrement fait expulser, puis c'est... Comprenons-nous, là, je suis pas en train de défendre ça, mais je me dis, si on regarde macro, là, macro, on regarde la société dans son ensemble, ben ces gens-là, ils ont été remplacés par d'autres. Le problème, encore une fois, c'est un problème d'offre ou de demande. Même pas capable encore de dire le mot locataire, parce qu'avoir un toit sur la tête, là, c'est un droit fondamental. Ça devrait être la base dans notre société. Ça devrait être la première chose dont on s'occupe et on laisse faire le reste, puis on s'occupe de ça en priorité. Et les seuls qui font ça, c'est Québec solidaire. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage que le gouvernement de la CAQ abandonne les locataires de cette façon-là, que Christine Fréchette soit pas meilleure que François Legault pour s'occuper des locataires qui se privent, qui souffrent en ce moment.
Ben, sur le principe, par exemple, moi, je suis vraiment d'accord. Vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà vu des clips, puis je le répète tout le temps. Mais moi, 100%, pour moi, l'itinérance, c'est complètement injustifiable dans une société riche. Ça ne fait aucun bon sens. Ça devrait être une priorité tout le temps. Est-ce que ça veut dire que c'est l'État qui doit comme trouver les... Tu sais, qui doit les loger? Au niveau des solutions, je suis ouvert, mais en termes de principe, définitivement, c'est au- ça devrait être prioritaire pour nous. Qu'il y ait une urgence puis que ça devrait être une priorité, ça, 100%. On devrait avoir un débat sur ça. Puis, je sais pas, je trouve qu'on manque de ça au Québec, mais peut-être c'est moi. Tu sais, souvent, à quel point ça coûte cher, mettons, au gouvernement de dire, OK, on a un problème. Mettons l'éducation ou mettons je sais pas quoi. Formons une équipe de 3 personnes. Trois, là. C'est peut-être moi qui parle loin de mon micro. Excusez. Fait que, mettons, formons une équipe de 3 personnes, puis identifions, je sais pas, 10 pays ou 5 pays avec des modèles différents. Puis envoyons ces gens-là dans ces pays-là, genre un mois, faire des consultations, comprendre comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler tel problème. Tu sais, en Finlande, comment ils ont fait pour un système d'éducation, c'est exceptionnel. Ils font quoi en Suisse? Ils font quoi en Allemagne? Ils font quoi? Tu sais, dans 5 pays, 3 personnes, tu les envoies là, ils reviennent, puis on fait une commission avec ces gens-là qui expliquent, ben voici les modèles, voici les solutions qu'ils ont apportées, voici les résultats qu'on a. J'ai jamais trop compris pourquoi on n'était pas capable de faire ça. Allons voir ce qui se fait dans le monde. Là. On innove, mais les autres aussi innovent. Tu sais. Genre, là, c'est facile. Là. En Argentine, tu as clairement une tentative. Tu as un test. Fait qu'en Argentine, ils font un truc. Bon, pourquoi pas? Il y a des endroits, je sais qu'à Vienne, il y a un autre modèle. Fait que tu vas voir 4-5 modèles comme ça un peu partout dans le monde. Là. Puis tu fais une commission, puis ces gens-là nous expliquent, ben voici dans tel pays comment ils ont fait, comment ils ont fait, comment ils ont fait, comment ils ont fait. Maintenant, prenons des décisions, puis allons. Tu sais. Moi, ça me dépasse qu'on on manque de ça. On manque de ça, d'avoir de la bonne information, bien documentée sur qu'est-ce qui se fait dans le monde, comment ils arrivent aux résultats qu'ils ont obtenus. Après, le politique suit ou pas, mais au moins, on aurait accès à ça. On n'en a pas de tout ça en ce moment. On n'en a pas. C'est toujours des débats internes avec tout le monde. Puis là, de temps en temps, il y a quelqu'un qui s'intéresse à quelque chose qui se fait à l'extérieur, mais je trouve que ça manque. Ça manque définitivement. De l'enjeu du vivre ensemble, du racisme en particulier, comment passer sous silence ce qui se passe depuis une semaine. D'abord, les commentaires islamophobes sur une publication de Radio X suite à des photos d'une prière qui ont vraiment enflammé le web. Ensuite, cette manifestation express à Shawinigan d'un groupe de suprémacistes blancs liés à d'autres groupes au Canada aussi. Tout ça est extrêmement inquiétant. J'étais très rassuré aussi, on était très rassurés de voir la réaction unanime des élus, autant le maire de Trois-Rivières, le maire de Shawinigan, la communauté de Shawinigan aussi, et tous les partis politiques au Québec qui ont dénoncé de façon sans nuance et très forte toutes ces manifestations-là. Je pense qu'il est clair que le racisme, le suprémacisme blanc particulièrement, l'islamophobie, ça n'a pas sa place au Québec et ça doit être dénoncé. On va déposer une motion à cet égard tout à l'heure à la période des questions. On espère bien que, j'ai aucun doute que tout le monde va appuyer ça. Maintenant, au-delà des dénonciations de ces manifestations de racisme-là, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que la CAQ a fait dans les 8 dernières années? Qu'est-ce que la CAQ a fait pour lutter contre le racisme? On s'entend que, c'est un phénomène qui est difficile à enrayer, qui est difficile d'agir là-dessus de façon absolue. Mais il y a des choses à faire et il faut les faire. Et ce qu'on remarque, c'est que dans les dernières années, il n'y a rien qui a été fait. Qu'est-ce qu'elle a fait à part porter en appel des jugements qui auraient permis de diminuer le profilage racial au Québec? Qu'est-ce qu'elle a fait à part dire il n'y a pas de racisme systémique, donc pas de raison non plus de lutter contre? Qu'est-ce que la CAQ a fait? Alors aujourd'hui, on peut dénoncer, puis c'est bien, mais il faut aussi s'ouvrir les yeux. Il faut qu'il y ait des actions. Tous les partis politiques doivent s'engager à faire des actions contre le racisme au Québec. Parmi ces actions-là, d'abord, il y a le fait d'enrayer le profilage racial. Mais il vient quand même de faire un lien en dire... Ben, je comprends pourquoi il le fait, mais moi, je suis pas d'accord. Là, Puis juste pour vous le dire, moi, je pense qu'il y a sur le territoire québécois du racisme systémique envers les Premières Nations. Ça se défend facilement. Là. La Constitution canadienne distingue si tu nais comme un
un Autochtone ou si tu nais comme un pas Autochtone, puis tu es traité différemment en fonction de la façon dont tu nais. Ça, c'est du racisme, c'est une discrimination claire basée sur ta génétique et c'est constitutionnalisé, donc institutionnalisé. Ça, pour moi, c'est évident, mais c'est la Constitution canadienne, puis elle s'applique sur le territoire québécois. Fait que j'ai pas de problème à dire qu'il y en a sur le territoire québécois, mais je vois pas au Québec comment il y en aurait, mais ça, c'est un autre débat. Et c'est justement ça, c'est un débat. Et donc, lui, de dire, parce que vous ne reconnaissez pas le racisme systémique, vous ne combattez pas le racisme, c'est vraiment, mais vraiment, être de mauvaise foi. Puis, ça me semble être un sophisme, mais là, vite de même, je suis pas capable de l'identifier. Peut-être parce que je suis un peu malade, mon cerveau il fonctionne moins bien que d'habitude, mais j'arrive pas à l'identifier. C'est au moins de très mauvaise foi. Là. Mais oui, Sermon, c'est comme si vous n'adhérez pas à ce que moi je considère comme étant vrai, vous êtes dans l'ignorance et l'erreur. Mais c'est un débat, là. Puis c'est dommage qu'il utilise. Tu sais, c'est dommage qu'il fasse ça alors qu'il parle. Justement, il est en train de dire. Il veut être constructif, il dit il faut qu'on parle des sujets sérieux, il faut qu'on avance. Puis ce qu'il fait, c'est de taper sa caque en disant ah, vous aviez rien fait parce que vous faites pas ce que Québec solidaire voudrait que vous fassiez. Tu vas pas aller loin comme ça. Là. Si c'est sérieux ta posture, si tu veux vraiment que les choses progressent, c'est pas comme ça que tu vas les faire progresser. En ce moment, il y a un jugement, le jugement Hiergeau, qui dit il y a un article du Code de la sécurité routière qui permettrait les arrestations obligatoires. Bien là, le gouvernement porte ça en appel. Ça, là, ça maintient des possibilités de profilage racial. Il faut arrêter ça. OK, mais vous voyez, ça, c'est un glissement. Ça, c'est un glissement. Parce que c'est peut-être vrai ce qu'il dit. C'est peut-être vrai ce qu'il dit que ça maintient des possibilités. Mais la fonction de ça, ce n'est pas de... La fonction de cette possibilité-là n'est pas de permettre le profilage racial. La fonction, elle est autre. Peut-être que le résultat, je n'en sais rien, c'est ça. Mais la fonction n'est pas celle-là. Fait que là, de dire, en ne combattant pas ça, vous ne combattez pas le racisme. Non, il y a un autre objectif, il y a une autre raison pourquoi ils veulent préserver cet article-là. Encore une fois, c'est comme un... Tu sais, il tire vraiment l'élastique pour que ça cadre dans son frame, là, dans son cadre idéologique. C'est correct de le voir avec ce spectre-là, mais c'est ultra biaisé. C'est vraiment très, très biaisé comme approche. C'est même pas... Il y a très peu d'espace pour le dialogue là-dedans. Là. Si tu combats pas ça, tu combats pas le racisme. Puis on s'entend, là, tout le monde considère que le racisme, c'est quelque chose d'assez moralement inacceptable. Là. Fait que ça devient, ben, si tu combats pas ça, t'es immoral. Fait qu'il n'y a plus de dialogue. Là. L'idée, c'est quand tu penses pas comme moi, ce que tu penses est mal. Là. C'est même pas juste invalide. Non, c'est mal, c'est mauvais, c'est méchant. Mais le dialogue est impossible dans ce cas-là. Et c'est ça l'enjeu là, avec cette présentation. La présentation des faits qui est faite là n'ouvre aucune porte au dialogue, en fait. Sous un semblant de on a des solutions puis on peut en trouver. Non, tes solutions sont les tiennes. Tu veux pas trouver des solutions collectives. Tu veux imposer ta lecture, ta vision du monde, duquel découlent des solutions, mais elles sont très, très, très marquées. Là. Comme je dis, il n'y a aucun dialogue, aucune possibilité de dialoguer dans cet état-là des choses. Là. Avoir des politiques d'emploi inclusives pour favoriser la mixité sociale. Enrayer, notamment, l'école à 3 vitesses pour favoriser la mixité sociale. Avoir des politiques et des campagnes de lutte contre le racisme dans le milieu de l'éducation au grand complet. Fait que là, avoir des politiques plus inclusives dans le milieu de l'emploi, moi, je comprends vraiment pas ce que ça veut dire, à part qu'il veut faire de la discrimination positive. Encore une fois, c'est... Bon, c'est ça. Je vois pas d'autre... C'est pas clair, là, ça veut dire quoi. Concrètement. Je me souviens d'un article, je pense que c'était dans La Presse, je pourrais le retrouver, mais en gros, l'auteur se félicitait qu'au Québec, on avait, donc, dans la fonction publique, beaucoup de minorités visibles. Grosso modo, c'était ça. Là. Puis, il était très, très content à un moment donné parce qu'il y a un ministère qui est le ministère de la francophonie où tu as genre 60% des employés qui sont des minorités visibles. Puis, il trouvait ça donc bien cool. Puis là, j'étais comme, attendez, là, on peut-tu être raisonnable? Moi, j'ai pas de problème de se dire qu'effectivement, ce serait bien dans la société que le fait que tu aies une couleur de peau, ça indique rien sur l'emploi que tu vas occuper. Que tu sois blanc, noir, on s'en fout. Puis que de façon générale, quand tu observes comment est répartie la société, ben, il y a autant de noirs, ou il y a autant de blancs, ou il y a autant de latinos, ou il y a autant d'arabes en construction, dans l'éducation. Vous comprenez? Pour moi, ça fait bien de sens. Puis ça montrait que la société, à quelque part, elle ne produit pas de billets de ce côté-là. Mais de se féliciter qu'on
On a 60% de minorités visibles dans un ministère. T'es comme, mais non, mais c'est un problème, là. Il y a le problème inverse, il y en a beaucoup trop. Genre, vos politiques font qu'il y en a beaucoup trop, tu sais. Ça débalance complètement. Il n'y a pas 60% de gens qui n'ont pas la peau blanche au Québec, là. Il n'y en a pas, là. Fait que si dans ton ministère, tu as 60%, c'est qu'il y a un problème. T'as fait de quoi t'as débalancé le truc. Le gouvernement a déjà des politiques de discrimination positive ultra agressives. C'est quoi la prochaine étape? Je veux dire, c'est quoi tu fais? Il va pas le dire, mais c'est une vraiment bonne question. Qu'est-ce que tu fais? Enrayer, notamment, l'école à 3 vitesses pour favoriser la mixité sociale. Avoir des politiques et des campagnes de lutte contre le racisme dans le milieu de l'éducation au grand complet. C'est des choses qui peuvent être faites. Il y a des choses qui sont faites dans des organismes communautaires qui font, des écoles, des initiatives extrêmement importantes, décentralisées. Mais le gouvernement du Québec a une responsabilité de faire en sorte que ça se fasse pour de vrai. Et aussi, toute la classe politique doit avoir une responsabilité puis faire attention à ce qu'elle dit lorsque elle attribue des problèmes de la société québécoise à la présence d'immigrants sur le territoire. Quand on dit la crise du logement, la pression sur les services publics sont causées par des politiques d'immigration que certains vont dire massives, là, ça crée des préjugés. Ça crée des réactions hostiles vis-à-vis les personnes qui sont issues de l'immigration. Et c'est très grave. C'est vraiment ça leur problème. Tu sais, dans ce monde-là, OK. Dans ce monde-là, seul, quelle est la place de la vérité? Quelle est la place du débat? Quelle est la place de la recherche de la vérité? Tu as fait une formation où, pendant des années, on t'a outillé. On t'a donné des outils qui te permettent de comprendre, d'analyser de façon critique. La première chose qu'on comprend à la fin d'un baccalauréat en philosophie, là, c'est qu'il existe plusieurs façons d'arriver à la vérité. Et que de façon absolue, le débat n'est pas tranché. Le débat n'est pas tranché. La vocation du philosophe, c'est de faire évoluer les outils dont on dispose épistémologiques pour atteindre la vérité. Et comment on fait ça? À l'aide du débat. C'est quoi qui se passe dans une société si la classe politique, au nom de ça crée des stigmas, puis là, c'est, encore une fois, on n'a pas de démonstration de ça. On peut le supposer comme tu le fais. On n'a pas de démonstration absolue que ça le fait. C'est quoi qui se passe dans une société où les politiciens, les hommes politiques, les femmes politiques ne peuvent plus mener des débats avec des points de vue différents en vue de trouver quelque chose comme une forme de vérité? C'est quoi ce monde-là? Il faut aller au bout de ton principe. Tu dis, il ne faut pas qu'on mène des discussions en attribuant des problèmes aux immigrants. Mais si on pense que les immigrants ont un impact, on peut avoir tort, là. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi on pense ça. Quels sont les raisonnements qui nous poussent à faire ça. Mener le débat, mener la discussion, démontrer que c'est faux. On va grandir. Mais d'appeler au boycott de la pensée, d'appeler à étouffer la réflexion au nom de ça blesserait des gens, pour moi, c'est une grave erreur qui n'est pas du tout en conformité avec tout le parcours tout ton parcours, en fait. Tout ce que tu as dû apprendre dans ta formation, puis ce que tu as dû enseigner même à tes élèves. Pour moi, c'est une incohérence profonde de faire ça. Ce n'est pas la société dans laquelle on veut vivre. Ce n'est pas la société dans laquelle on veut vivre. On ne veut pas vivre dans un monde où on étouffe le débat au nom de « ça blesse des gens ». Oui, ça peut blesser des gens, mais ça blesse aussi des gens qu'on n'en parle pas. Il y a des gens qui peuvent avoir cette idée-là, puis s'ils ne sont pas représentés, qu'est-ce qui va arriver, là? Si des gens pensent ça, malgré qu'aucun politicien en parle, il y a des gens qui vont le penser pareil. Ce n'est pas les politiciens qui créent les idées du monde. Les gens ils ont des idées, ils ont des impressions, ils ont des préjugés. Il y a de la donnée qui existe aussi. Il y a des études qui sont faites. Ils ont le droit d'être représentés. Ils ont le droit. Ils ont le droit de voir des gens défendre ces positions-là. Vous avez le droit de défendre la position inverse. Tu as le droit de défendre ta position-là. C'est juste que moi, ce que je te dis, c'est que les conclusions de la société dans laquelle tu vis, c'est pas une société démocratique. C'est pas une société démocratique. C'est pas une société qui a vocation à produire du consensus social. C'est pas une société qui a vocation à nous rassembler. C'est pas vrai que ça va nous rassembler d'étouffer des débats. C'est pas vrai. Fait que je pense que c'est une erreur fondamentale qu'il fait, une erreur stratégique, une erreur épistémologique, une erreur philosophique. Je vois pas où ça mène. Je vois pas où ça mène, cette attitude-là. Je ne comprends pas pourquoi
vous avez une position moralisatrice sur ce sujet-là, vous pouvez défendre. Tout ça de plein de manières différentes. À temps en pire, mais oui, c'est incohérent. C'est inconséquent. C'est plus qu'incohérent, rien qu'une gosse. C'est inconséquent comme philosophie. C'est inconséquent comme approche. Parce que c'est quoi la société dans laquelle tu vis? Si tu suis ce raisonnement-là, si chaque fois que tu dis ça pourrait blesser quelqu'un que je tienne un discours politique, on va où, là? Il y a plein de Canadiens qui aiment leur pays, hein, ça? Il y a des tas de Canadiens qui aiment leur pays. Quand on leur dit que votre pays, c'est un pays colonial, tu penses que ça les blesse pas? Ben oui, ça les blesse. Pourtant, on le dit pareil. Il y a 1 million d'exemples comme ça. C'est ça, la démocratie, c'est accepter d'être dans l'inconfort permanent. Parce qu'on mène des débats, parce qu'on mène des discussions. C'est la liberté d'expression. Ça peut blesser, ça peut être dur. Mais c'est pas vrai que ça rassemble de mettre sous le tapis des débats. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge et c'est une erreur. C'est une erreur d'approche. J'habite en région dans une petite ville et je n'en reconnais plus non plus. Si tu as le droit, c'est à eux de te prouver que c'est une bonne chose que tu ne reconnaisses plus. Il y a peut-être des avantages, hein? Je veux dire, il y a peut-être des avantages. Ils peuvent te dire, ben, ça génère de la croissance, ça génère... Je sais pas. Moi, je suis pas un multiculturaliste, je suis pas un immigrationniste. Genre, je rentre pas là-dedans. Je suis capable de penser à c'est quoi qu'ils vont tenir comme discours, là. Je le ferai pas, mais à eux de nous montrer que ça fait du sens, que c'est bon pour nous de vivre ce sentiment-là, puis que malgré tout, mais de moraliser comme ça la vie publique, de toujours essayer de faire taire les autres en leur disant c'est de votre faute s'il y a des racistes, franchement, là, c'est très bas, puis ça fait pas évoluer personne. Personne. Puis c'est pour ça que vous êtes à 8% des sondages depuis des années. Vous êtes incapable de prendre les gens pour des adultes, d'avoir un débat d'adultes sur ça. Vous êtes juste capable de dire taisez-vous, je fais le curé, écoutez ma parole, c'est la vérité. C'est pas intéressant. La laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Et les lois qu'on a là, ce ne sont pas des lois. L'interdiction des signes religieux, ce n'est pas de la laïcité. Alors, on va contre l'esprit de la laïcité, puis on brime les libertés des gens pour rien, et ce faisant, on affaiblit le sentiment d'appartenance de beaucoup de Québécois. C'est quand même quelque chose, là. Quel cadrage. Mais à la limite, ça, c'est un cadrage. Et ça, c'est très grave. C'est une blessure profonde. Et pour moi, c'est une parenthèse historique, là. L'interdiction des signes religieux, c'est une parenthèse que le Québec va refermer à un moment donné, notamment avec un gouvernement solidaire qui va venir régler ces affaires-là puis revenir en arrière. Ah, barouette. Hey, c'est une parenthèse historique. Rien que ça, parce que le gouvernement solidaire va prendre le pouvoir puis il va régler le problème. Ouais. Voici les perspectives que ça arrive, ça. Voici les perspectives. Après, je peux être surpris, hein? Je peux être surpris. Voici les perspectives que ce qu'il vient de dire arrive. Hein? Voilà Québec solidaire. Où est-ce que vous en êtes avec ce type de discours-là? Vous étiez à 17, aujourd'hui vous êtes à 8. Divisé par 2. Puis c'est ça. C'est ça. C'est juste des fois je m'emporte. Mais je vais être juste... Bon, pour moi, son affaire d'interdire des signes religieux, c'est jamais de la laïcité parce que la fonction de la laïcité, c'est l'État doit être neutre envers les religions. Non, ce n'est pas que ça. En tout cas, on peut débattre de c'est quoi la laïcité d'ailleurs. Ce n'est pas un principe défini dans l'absolu. La réalité de ça, c'est qu'on en discute socialement puis que c'est pas un concept... C'est pas la gravité, là, la laïcité. Hein? C'est pas j'échappe un crayon puis il tombe. Là. C'est pas de même ça marche. Là. C'est pas clairement défini. Il n'y a pas... une seule laïcité qui s'applique partout dans le monde. Tous les pays ont leur propre définition de comment est-ce qu'on fait vivre une société laïque. Est-ce qu'on veut être une société laïque? Puis ensuite, ça veut dire quoi une société laïque? C'est des débats qu'il y a dans toutes les sociétés du monde. Il s'avère que les Turcs, pendant 70 ans, ont défini la laïcité, entre autres, comme l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. Bon, ils ont été capables d'arriver au même résultat que nous pendant très longtemps. Mais ils ont changé d'avis depuis, puis c'est bien correct. Ben, non, ils n'ont pas changé d'avis. Maintenant, c'est plus un État laïque, fait qu'ils le permettent. Ça, c'est une autre affaire. Mais de dire que c'est juste la neutralité de l'État face aux religions, non. Ça peut être aussi la préservation de l'apparence de neutralité de l'État. Ça peut être ça, là. C'est comme un conflit d'intérêts. Il existe le conflit d'intérêts, puis il existe l'apparence de conflit d'intérêts. Il existe... en partie la laïcité, mais il existe aussi l'apparence de la laïcité. Est-ce qu'on a l'impression que l'État est laïque? Moi, je persiste et signe à dire qu'un policier qui porte un kirpan, qui t'arrête, ben non, je me sens pas spécialement... C'est particulier, là. La situation est particulière. Puis moi, j'ai pas de religion, mais évidemment que si je suis... Je sais pas, moi, c'est le truc typique, là, mais ça reste que c'est caricatural, mais c'est vrai, tu sais.
Surtout en ce moment, imaginez, je suis un juif, puis je me fais arrêter par une femme qui a un voile. On connaît les tensions entre les deux communautés en ce moment spécialement. Évidemment que j'ai peut-être pas le sentiment que tout ce que je vais dire va être écouté de la même façon que mon voisin. C'est une apparence de... C'est important, l'apparence. Ça, c'est un phénomène. La deuxième chose, c'est toute la vocation religiosité. Par contre, ce que je veux dire, et c'est sur quoi je suis d'accord avec Québec solidaire, c'est que interdire à des enfants qui vont à l'école de porter le voile, par exemple, ou la croix, ou la kippa, ce n'est pas de la laïcité tant qu'à moi. Ça veut pas dire que ça n'a pas des raisons d'être et que c'est pas une bonne politique, là. Je tiens à dire. Mais effectivement, je pense que ça sort du cadre de ce qu'on devrait appeler laïcité. Puis c'est pas parce que c'est pas de la laïcité qu'on pourrait pas le faire puis trouver que c'est une bonne raison de le faire. Il y a toutes sortes d'autres principes qui nous permettent de vivre ça. On peut décider collectivement, là, démocratiquement, de dire... On veut pas, par exemple, que le système éducatif ait laisse de la place à la religiosité. On n'a pas de problème avec la religion, mais on veut pas que dans le système éducatif, il y ait place à la religiosité. Ça se défend, là, cette idée-là. C'est pas injuste, ça se décide démocratiquement, puis on peut dire, ben, dans cet espace-là, on veut pas de place à la religiosité, on veut que ce soit la place à une certaine forme de savoir qui est le même partout au Québec. Bref, on peut rentrer là-dedans. Qu'est-ce qu'a fait le PQ en faisant ça, selon vous? Quel rôle il joue dans le débat que vous ameniez là, il y a quelques secondes? Bien, ils ont une vision de la laïcité, clairement, qui atteint et qui fait reculer le sentiment d'appartenance à la société québécoise de beaucoup de Québécois et de Québécoises. Et ça, c'est grave. Là-dessus, là, j'irai pas plus loin là-dessus. Ce sont deux parties dont des éléments du discours alimentent les préjugés, si j'ai compris votre allocution de départ. Clairement, faire des immigrants les boucs émissaires, là, ça nuit puis ça crée des préjugés. Moi, j'ai entendu... Les boucs émissaires. C'est vraiment mal placé. Le PQ fait... Il dit littéralement ça, là. Le PQ fait des immigrants des boucs émissaires. Franchement. Il est vraiment parti en couille dans ce point de presse-là. Hein? Puis il essaye d'être mitigé dans ce qu'il dit. Je le vois, il fait un effort. Là. À quel point, derrière lui, les gens sont radicalisés. OK, je ne vais pas dire sont radicalisés parce que ce serait pas correct. Mais à quel point les gens derrière lui sont beaucoup plus... Je sais pas comment dire, mais ont un discours beaucoup plus critique. Parce que tu vois qu'il fait un effort. Il dit « Ah, j'irai pas plus loin là, je veux pas dire ça. » Il doit se le faire demander là, d'aller plus loin, c'est fou. Moi, j'ai entendu des témoignages de parents dont les enfants issus de l'immigration se font dire à l'école des choses qu'ils ont entendues ailleurs. Sur ça, sur le fait que les immigrants sont responsables de la crise du logement, puis le fait qu'un tel n'a pas trouvé de logement, puis c'est parce qu'il y a trop d'immigrants. Vous rendez-vous compte? La violence. Pourquoi vous êtes ému comme ça? C'est touchant. Je sais pas. Les enfants à l'école, ils n'ont rien demandé. Et quand ils reprennent les préjugés qu'ils ont entendus après ça, parce qu'il y a des politiciens qui ont dit des choses qui n'étaient pas vraies, ça me brise le cœur. Quand vous dites aux politiciens de faire attention, comment ils parlent de l'immigration, est-ce que pour vous c'est encore plus vrai dans le camp indépendantiste? C'est un peu ridicule, hein? Bah, il peut vivre ses émotions, là. Moi, je vais pas... C'est pas touchant pour les Québécois de souche. Mais non. Vous n'êtes pas des victimes. Vous n'êtes pas des victimes du système, vous êtes le système. C'est de votre faute. Il ne versera pas des larmes, là. Il ne versera pas des larmes pour vous. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment ridicule. Ce point de presse-là n'est pas à la hauteur de Zanetti. C'est ça que je veux dire. Tu sais, ça te brise le cœur. Mais en même temps, ça a l'air honnête qu'il pleure. Fait que je peux pas... c'est pas joué, là. Fait que je veux pas non plus l'accuser. C'est pas joué. Ça a l'air sincère. Mais comment il arrive de ça? Pensez-vous que le fédéral va être particulièrement généreux s'il y a un gouvernement qui est souverainiste au pouvoir? Il y aura plus besoin on n'aura pas besoin de la générosité d'Ottawa parce qu'on va faire l'indépendance. Alors, on va arrêter de leur envoyer 80-90 milliards par année. On va le gérer à nos conditions, en fonction de nos intérêts, puis on va pouvoir régler le problème des infrastructures beaucoup plus facilement et de façon plus fluide. Mais entre-temps, ironiquement, ça va pas... Vous pensez pas que le fédéral va vouloir gâter le Québec pour pas qu'il se sépare? Bien, ça appartiendra au gouvernement canadien de voir quel genre de stratégie électorale il fait. Alexandre, dans l'état actuel des choses, juste pour terminer là-dessus, dans l'état actuel des choses où on est une province canadienne, est-ce que ça vous dérange, je reviens à ces conditions-là, qu'on envoie par exemple des données d'achalandage au gouvernement fédéral concernant le transport collectif en échange de ces subventions-là? Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que c'est le genre de compromis en tant qu'indépendantiste qui vous dérange? Bien, c'est le
sans regarder le détail des conditions, là, c'est le fait même qu'il y a des conditions qui est dérangeant. Puis tout le temps qu'on perd à s'ostiner sur les conditions puis sur les montants, on ne devrait pas devoir à s'ostiner à qu'est-ce qu'on fait avec notre argent. Ça, c'est le fond. Quel dédoublement! Quel dédoublement ridicule! C'est vraiment débile. Nous, on va construire des infrastructures. On va déjà calculer les données d'achalandage, puis ce type de voir c'est quoi le trajet type. Tu sais, tout ça se fait là, à la STM dans les agences de transport. Puis là, on va envoyer ça à Ottawa pour qu'ils aient une autre équipe qui va réétudier ça pour, je sais pas, remplir leur propre politique, leurs propres intérêts. On est en train de dédoubler un travail de façon... C'est tellement ridicule, là. Mais ça, c'est le fédéral dans tout. Ils donnent l'argent en disant, nous, on va les donner. Fait que là, on va pouvoir payer des fonctionnaires pour comprendre vos données, les ajuster. Puis là, la prochaine politique qu'on va faire, on va vous redonner des conditions pour réavoir des données, pour refinancer des fonctionnaires qui vont étudier ces données-là, puis vous dire quoi faire. Tout ça, alors que c'est des gens de compétences provinciaux, c'est notre argent, ils ne sont même pas censés toucher. Mais vu qu'ils ont la palette, hein, puis vu que les gouvernements veulent faire des belles annonces comme Christine Fréchette, ben ils finissent par nous dire « Oui! » Puis on paye des fonctionnaires à Ottawa qui font rien. Yeah! Ça, c'est le fun, le Canada. Boulris qui continue à toucher son salaire de député, est-ce que c'est une façon de récupérer l'argent qu'on envoie à Ottawa? Là, mais est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'Alexandre Boulris touche son salaire de député à Ottawa? Regardez Riba, la tête de Riba. Elle va faire genre, haha, comme si c'était pas drôle. C'est incroyable. Regardez Riba. C'est Riba qu'il faut voir. Là. Façon de récupérer l'argent qu'on envoie à Ottawa. Là, mais est-ce que vous êtes à l'aise avec le fait qu'Alexandre Vous avez Boulris... vu son petit? Aïe, aïe. Ah non, ça c'est bon. Ça, ils sont pas à l'aise avec ça. Pantoute. touche son salaire de député à Ottawa en faisant campagne au Québec? Ben, écoutez, il travaille, puis voilà. Moi, je suis à l'aise avec cette situation-là. Il travaille à faire campagne, Ben, il travaille, il fait son travail de député de Rosemont, la petite patrie, puis il est payé pour. Comme ça que ça fonctionne. Pour vous, actuellement. C'est pas un problème. Ben, je pense qu'on peut faire deux choses. Il y a beaucoup d'heures dans une semaine, puis il y a beaucoup de gens qui font, qui travaillent, puis qui militent. Ouais, j'ai pas, il n'y a pas une heure en particulier. Moi, Il n'y a pas de problème. c'est pas un C'est précédent. 50-50, c'est 70-30. Il n'y a pas de précédent par rapport à ça, puis vous lui demanderez. Vous demanderez, wow, comment évacuer la question? Sérieux? En tout cas, moi, je trouve ça vraiment ridicule. Le gars, il va empocher son salaire de député fédéral, 220 000 par année, pendant tout l'été. C'est à peu près ça. Fait que là, il va être payé tout ce temps-là. Fait que là, on va payer 3 mois de salaire pour qu'il arrive en septembre, juste avant les élections, qu'il quitte sa job, puis que ça coûte, je pense, c'est 1 million pour une élection partielle. Bravo. Bravo, là. Le contribuable, là, il se sent pas fourré dans cette affaire-là. Pas en tout. Pas en tout. Ces employés là, de bureau, ils vont juste faire leur job. Ils vont pas militer. Non. Ils vont pas le suivre. Ils vont pas le suivre quand il va passer à Québec, Alexandre Boulris. Ils vont tous rester là. Ces employés vont rester là, eux autres. Ils n'auront pas de prime de départ. Non. Tout ça, ça n'arrivera pas. J'ai bien hâte. J'ai bien hâte qu'on regarde ça après les élections. Ça va être le fun. Bien hâte. Moi, j'y crois à ça. Tous les députés fédéraux crissent rien pendant l'été, se font payer, ça change rien. Ben, c'est encore pire si tu sais que tu vas te présenter, tu sais. Si tu sais que tu t'en vas, prends pas la paye. Sois honnête, puis laisse l'argent sur la table. Ça sera déjà ça. Ça sera déjà ça de gagner. Après ce point de presse, j'ai perdu confiance en ça. Pour vrai, là, je te comprends. Je comprenais pas rien qu'une gosse, mais là, c'est bourde par-dessus bourde. C'est des positions indéfendables par-dessus positions indéfendables. Il avale tellement de couleuvres, ça, là, c'est fou. Il en avale de la couleuvre, là.